Je vais commencer par un avertissement. Nous allons parler de sujets difficiles, même assez délicats. Bien sûr, on fera notre possible pour ne pas rentrer dans les détails, mais nous allons fatalement évoquer des situations de violence commises contre des personnes, et notamment contre des enfants. Donc si vous avez peur d'être mal à l'aise avec l'évocation de ces violences, s'il vous plaît, vous pouvez, il n'y a pas de honte à avoir, à quitter les lieux, plutôt que de faire un malaise en direct. Voilà. Donc, le sujet est vraiment sérieux et rarement abordé, hein, c'est une question difficile. Comment enquêter sur la criminalité organisée? Ce que nous allons faire, c'est à la fois, donc on a fait dans un festival grand public, c'est donc d'expliquer des questions pour le grand public, mais c'est en réalité aussi vraiment un moment de recherche tout à fait original, parce qu'on va faire quelque chose qui n'a jamais été fait, qui est de comparer deux formes de criminalité organisée. D'une part, on parlera d'une forme qui est assez connue depuis longtemps, qui est alors, étudiée, plus ou moins bien étudiée depuis longtemps. Grâce à Deborah Pucciodden, on parlera de la mafia d'un côté, et de l'autre, on essaiera de parler avec Georges Glatz de la pédocriminalité, c'est-à-dire d'une criminalité organisée qui vise des violences sur les enfants, qui est un sujet beaucoup plus difficile à traiter, beaucoup plus rare, hein, dont on ne parle quasiment jamais. Vous savez, en France, depuis quelques années, la question de l'inceste n'est plus un tabou, à force d'avoir des témoignages, 50 ans de témoignages, mais c'est ceux des 5 dernières années qui ont vraiment pesé, font que le débat maintenant est ouvert. Il y a une commission nationale indépendante d'enquête, la Civise, dirigé notamment par le juge Durand qui a publié un petit texte rappelant ce chiffre spectaculaire. Il y a 160 000 enfants abusés chaque année. Or, jusqu'à présent, quand on parle de ces questions, de ces violences, ces abus sexuels sur enfants, on suppose qu'ils ont lieu dans les familles, commis par les pères, les beaux-pères, les oncles, les cousins, les frères aînés, parfois les mères, les sœurs, mais dans un cercle familial et par des individus isolés. Or, il y a un certain nombre d'indices qui suggèrent que s'il y a un chiffre aussi spectaculaire, aussi élevé, c'est qu'il y a peut-être des organisations, il y a peut-être une institutionnalisation de cette violence cachée qu'il est intéressant d'essayer de dévoiler. Donc c'est dans ce but-là qu'on a proposé, on a conçu cette discussion pour essayer de voir si les outils mis en place par Deborah dans son enquête sur la mafia peuvent être utiles pour penser cette autre violence organisée, cette autre criminalité organisée qui touche les enfants. Donc Deborah est anthropologue au CNRS, basée à Paris, au CESPRA. Alors elle fait beaucoup de choses assez variées et très belles. On peut dire que c'est une anthropologue des rituels, des corps, de la communication non verbale. Hein, vraiment, il y a une grande variété de sujets, mais au cœur, une proposition théorique qu'elle fait depuis quelques années, qui est de faire une anthropologie politique du silence, comprendre que le silence peut a des formes politiques très fortes. Et en particulier, c'est le cas, c'est ce qu'elle a identifié dans la mafia. Donc c'est un livre absolument remarquable qui n'existe pour l'instant qu'en anglais, Mafia Craft. Je le traduis en français, c'est une ethnographie d'un silence criminel, un silence tueur. C'est un livre que les éditions de l'EHESS s'honoreraient de traduire en français, je pense. Hein. Enfin, on peut espérer qu'il se passe quelque chose dans ce sens-là bientôt. Et donc elle va mieux l'expliquer que moi, mais juste pour bien situer, c'est un livre qui bouleverse complètement les catégories d'analyse de la mafia. Et au lieu de rechercher ce qu'est la mafia, comme si c'était un objet qu'on peut bien identifier, il y a depuis plus d'un siècle, hein, des prises de position sur qu'est-ce que c'est que la mafia. L'enquête de Deborah, qui est extrêmement subtile, s'intéresse à ceux qui fabriquent la mafia. Donc c'est dans une démarche pragmatique de suivre les pratiques des acteurs, les pratiques de parole, de silence et de construction, pour montrer qu'au fond, la mafia se construit, et l'objet mafia s'est construit pas seulement par les pratiques des mafieux, mais surtout par les pratiques des militants, des juges qui ont essayé d'identifier, de dénoncer, de comprendre l'ensemble du fonctionnement jusqu'à le faire entrer dans la loi. Hein, donc c'est cette fabrique de la mafia, je ne sais pas si on gardera ce terme pour traduire Mafia Craft, qu'elle va nous présenter dans un premier temps,
Puis, j'ai la chance d'être entouré par deux personnes remarquables. Donc, à côté de Déborah, il y a Georges Glatz, qui vient de Lausanne et qui a fondé, il y a 33 ans, un comité international pour la dignité de l'enfant. Donc, Georges nous racontera comment il en est venu à abandonner une carrière donc, de journaliste, d'enquêteur journaliste, pour avoir une position d'enquêteur militant, pour défendre les enfants, le droit des enfants, depuis toutes ces années, et en évoquant quelques-unes des affaires qu'il a pu connaître, et on essaiera donc de comparer, de voir si les outils de Déborah, les questions qu'elle peut soulever grâce à son travail, peuvent nous aider à conceptualiser davantage cette chose qui est très méconnue, qui est donc cette criminalité organisée qui viserait, puisque pour l'instant, jusqu'à présent, on ne sait pas. On a des soupçons, mais on n'a pas de preuve qu'elle existe vraiment comme un système. Donc je passe la parole à Déborah pour commencer. Et je te remercie encore d'être venu ici. Oh, pardon, excusez-moi, j'aurais dû me présenter. Donc moi-même, Sylvain Piron, je suis officiellement médiéviste à l'EHESS. Et donc c'est juste je ne suis pas supposé m'intéresser à ces questions, mais il se trouve que je suis aussi cofondateur d'une petite maison d'édition nommée Vue de l'Esprit, qui, comme son nom l'indique, s'intéresse aux choses qui n'existent pas, à tout ce qui est à l'invisible, tout ce qui est invisible, indicible, innommable, inconcevable. Voilà. Et c'est à ce titre-là que ces questions-là m'intéressent. Donc vous trouverez sur la table de la librairie à côté, il y a toute sur la gauche en entrant, vous trouverez une série de très beaux livres de belles couleurs. Voilà. Et je voulais remercier les organisateurs, les traductrices en langue des signes, et en particulier, j'avais un mot pour Cyril Lemieux qui a insisté pour qu'on organise cette table ronde. Alors Cyril n'est pas là, à ce que je vois, c'est dommage, mais en tout cas, merci à lui, et il n'est en rien responsable des paroles que nous allons tenir en son absence. Voilà, Déborah. Ça marche? Très bien. Très bien, donc je me joins aux remerciements aux organisateurs et aux organisatrices de ces festivals pour cette invitation tout à fait bienvenue. Dans cette édition consacrée à la question de l'information, s'informer vraiment avec un point d'interrogation, et c'est précisément cette interrogation qui a animé le projet que tu as très bien présenté, que tu as très bien introduit, de Mafiacraft. Et je vais essayer d'expliquer en quoi la question de la mafia, qui n'avait jamais été abordée de cette manière, croise la question de la connaissance, précisément. Et donc, mon anthropologie politique du silence est aussi une anthropologie de la connaissance et des conditions de production de connaissances et informations sur certains sujets qui sont invisibles ou invisibilisés. Le terme invisibilisé faisant signe vers notamment le politique et donc les conditions politiques aussi d'invisibilisation ou de visibilisation de certains sujets. Donc cette approche de la mafia, donc nouvelle, m'a demandé en fait de créer un mot nouveau, un mot qui n'existait pas et qui est ces termes de Mafiacraft que je vais essayer d'expliquer à travers une image que peut-être nous avons à l'esprit, assez récente. Déjà, le mot Mafiacraft, bon, c'est un livre en anglais, c'est un terme aussi anglais qui évoque un autre terme anglais qui est witchcraft. Witchcraft, c'est le champ en fait de la sorcellerie. Hein. Mais ces termes est aussi utilisé dans un sens politique. Hein, witchcraft, c'est aussi la chasse, ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Et on utilise très souvent ces termes, en effet, de chasse aux sorcières pour indiquer certaines opérations
captation de certaines catégories vulnérables par ailleurs, hein, premièrement les femmes d'ailleurs, et stigmatisation de certaines catégories à travers d'autres catégories qui sont politiquement créées, conçues. Prenons l'exemple là du Moyen-Âge, enfin, du tard Moyen-Âge, de l'Inquisition et donc de la chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières est devenue le modèle pour des opérations de répression, en fait, qui s'appuient sur des catégories comme celle de sorcières, sorciers ou sorcières, qui s'appliquent à d'autres catégories de personnes qu'on veut réprimer. Hein. Donc c'est une manipulation, il faut le dire, de la réalité qui est dénoncée donc par des instances critiques. Hein. Mais le problème de cette catégorie, c'est qu'elle ne marche pas toujours, hein, comme bon nombre de catégories. Et pour vous donner l'exemple de la manière dont elle peut être utilisée à tort, je vais évoquer une image. C'est l'invitation de Zelensky dans le salon ovale par Trump, qui, à un moment donné, dit « Poutine a fait l'objet de a funny witch hunt, d'une chasse aux sorcières. Hein, il dit précisément ça. Poutine a fait l'objet d'une chasse aux sorcières pendant l'époque Biden. Et Zelensky, quelques minutes ou dizaines de minutes après, qu'est-ce qu'il fait? Il a un dossier, hein, entre les mains où il a les preuves matérielles, visibles, tangibles, des crimes de guerre, des tortures notamment, commises dans le cadre de la guerre d'Ukraine. Alors là, vous avez une accusation qui est portée par l'un et une accusation qui est portée par l'autre. Bon. L'un avec un mot, l'autre avec des preuves, hein, des preuves matérielles. Et c'est là que réside toute la différence entre witchcraft et mafiacraft. Alors, il faut dire que mafiacraft est un travail historique en partie, c'est-à-dire c'est un travail qui analyse et observe la mafia sur une période longue, hein, la période longue de la construction de cet objet social et politique aussi qu'est la mafia. Et dans ces temps longs, la mafia, elle a traversé a été soumise à différents régimes de connaissances. Et donc, on est passé précisément d'un régime de connaissance qui est celui du déni. Hein, la mafia n'existe pas. Et ceux qui essayent de réprimer la mafia font une chasse aux sorcières, hein, à un certain nombre de personnes, hein, et de collectifs, d'associations, mais aussi de citoyens, de militants, mais aussi de photographes, mais aussi de journalistes, mais aussi de juges, des politiciens aussi, qui ont entrepris de montrer, démontrer, fournir les preuves matérielles que la mafia existait et que c'était une menace pour la société, pour la démocratie. Alors, il ne s'agit pas justement de s'attacher au mot mafia, mais de s'attacher à un certain nombre de conduites, méthodes, de
violence, mais un type de violence qui passe sous les radars de la justice, parce que c'est une violence qui n'est pas nécessairement réalisée, qui peut agir par intimidation, et c'est un assujettissement qui n'est pas obtenu par la force, mais qui peut être obtenu par consentement ou par consensus, et parce que c'est une forme d'assujettissement aussi qui agit à travers le silence, ce qu'on a appelé omerta. Et il est très difficile de construire la preuve du silence, parce que notre système juridique, il s'appuie sur le témoignage. Or, comment produire des témoignages d'une chose, c'est ça le craft, la chose, d'une chose qui est sécrète et qui est couverte par le silence. Comment faire? Alors, moi, c'est ces processus-là que j'ai décrits, comment on a fait, parce qu'on l'a fait. En Italie, on l'a fait. On a, avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de travail, on a entrepris cette révolution du savoir qui a conduit à une chose qui n'existe pas, à une chose qui a été introduite dans le droit, et donc l'introduction dans le droit du terme mafia en Italie a eu un effet de réalité, de reconnaissance par le droit que quelque chose existait. Alors elle a été appelée mafia, mais surtout elle a été décrite. Elle a été décrite à travers ces conduites dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire intimidation, assujettissement, omerta. Et elle a été décrite comme un délit associatif. Il y a mafia quand plusieurs personnes mettent en œuvre ces types de conduites. Pour commencer, parce qu'après la mafia, c'est aussi des crimes, des meurtres, de différentes formes aussi de prédation, d'appropriation du bien commun, etc. Or, et donc vous voyez que là, on sort du paradigme de la chasse aux sorcières et qu'on est plutôt dans la reconnaissance après coup de quelque chose qui existait, mais pour lequel il n'y avait pas de nom. Alors que la chasse aux sorcières, c'est le contraire. C'est-à-dire, d'abord, il y a la catégorie, et après, on l'applique à là où on veut l'appliquer. Alors que le processus décrit par Mafiacraft, c'est un processus a posteriori. Certaines conduites avérées, observées, observables, on verra comment, ont été qualifiées comme mafieuses. Alors, grâce à quoi elles ont pu être décrites, parce que c'est ça l'élément révolutionnaire. Grâce ce qui a rendu possible en tout cas cette révolution copernicienne. C'est le sacrifice, on va dire, comme dans la révolution copernicienne, de certaines personnes qui ont, dont le concepteur de la loi, Pio La Torre, qui a été assassiné. C'est-à-dire que pendant une période de quelques dizaines d'années, toute personne qui affirmait avec les moyens dont il disposait que la mafia existait et qui le démontrait était susceptible d'être assassiné. Et pour beaucoup d'entre eux, cette potentialité s'est réalisée. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'on est passé d'un régime à l'autre, du déni à la reconnaissance? C'est le fait d'avoir pu appuyer des descriptions
enfin, d'avoir pu appuyer des formes d'intuition sur des descriptions venant de l'intérieur, c'est-à-dire venant de personnes qui avaient participé au crime mafieux et qui, pour des raisons différentes, ont entrepris à un moment donné d'en parler et de faire émerger une réalité cachée, une réalité secrète. Parce que la mafia est une société secrète, c'est-à-dire c'est une société régie par un pacte de silence et donc la condition de possibilité pour pénétrer à l'intérieur de ce monde secret, c'est que quelqu'un brise ces pactes et à son risque et péril. Et en l'occurrence, la première personne qui a brisé ces pactes, et c'est très intéressant d'analyser aujourd'hui après coup son histoire, c'est Leonardo Vitale. C'est quelqu'un qui se présente à la police, quelqu'un qui fait une description extrêmement précise, extrêmement détaillée, cartésienne de l'organigramme de l'association secrète de l'époque. Nous sommes à la moitié des années 70 en Italie, et des relations que cette association entretenait déjà à l'époque avec des politiciens, avec des nobles, avec des personnages de la société, des médecins, des avocats, même des juges. Hein. Et la réaction de la police, c'est de l'enfermer dans un asile psychiatrique. Hein. Donc, il est jugé fou. Il est jugé... donc on a les rapports où il est déclaré délirant, semi-malade mental. Et c'est vrai que, voilà, c'est pas entièrement faux, c'est-à-dire que c'était aussi... une personnalité assez problématique, n'empêche que ces déclarations, pour ce qui concerne par exemple les rapports entre cette association secrète dont il faisait partie, dont il avait déclaré non seulement de faire partie, mais aussi il déclare les meurtres qu'il a lui-même accomplis. Donc on croit aux meurtres qu'il a accomplis. Hein, donc, on le met non pas dans un asile psychiatrique normal, mais dans un asile psychiatrique pour criminels. Donc, on croit à cette partie de l'histoire, mais pas notamment à l'existence de cette organisation. Et 10 ans après, pour aller assez vite, hein, parce qu'il y aurait beaucoup 10 ans après, nous sommes en 1984, Leonardo Vitale sort de l'asile psychiatrique et il est immédiatement assassiné par la mafia, évidemment. Mais entre-temps, les conditions ont changé, en partie changé en tout cas. Et il y a un certain nombre de magistrats, de juges, de procureurs qui commencent à écouter, en fait. Hein, c'est ça, en fait. Hein, c'est le silence. Là, dans le cas de Leonardo Vitale, c'était une non-écoute. On avait les informations. Les informations, elles étaient là, mais on n'a pas voulu les prendre en compte, les écouter. Et 10 ans après, on peut dire que c'est sur la base des déclarations d'un malade mental qu'on a instruit le plus important procès à la mafia, le maxi-procès,
hein, qui commencera en 1986-87, où toute l'association Cosa Nostra, donc 487 personnes, seront accusées de participation à une association dont on découvre, grâce à un autre repenti, qu'elle ne s'appelle pas mafia, mais qu'elle s'appelle Cosa Nostra, notre chose. Et donc, vous imaginez, moi j'étais, je ne me rappelle plus, adolescente ou jeune à l'époque, on est passé de quelque chose dont on parlait comme d'une conjecture à quelque chose qu'on a vu à la télé. Hein. On a vu à la télé le délire devenir réalité. Et on peut dire que les noms qui ont été faits par les noms de politiciens qui ont été prononcés par Leonardo Vitale en 1974 reviennent tout au long de l'histoire italienne, hantent l'histoire italienne et reviennent jusqu'au dernier jugement de procès pour les meurtres, cette fois les attentats aux juges Falcone et Borsellino, donc ceux qui ont instruit ces maxi procès, avec une très grande constance et continuité, pour montrer que effectivement, aujourd'hui, donc 30 ans après ou 40 ans après, on a démontré qu'il y avait bien ce qu'on appelle une convergence d'intérêts. Hein, c'est que dans la décision de justice donc qui est passée en cassation, des procès pour élucider les circonstances des attentats aux juges Falcone et Borsellino, c'est désormais écrit noir sur blanc qu'il y a eu une convergence d'intérêts entre certains secteurs de l'État et certains clans mafieux. Tout ça pour dire que parfois, hein, ce qui est de l'ordre de la théorie du complot ou ce qui est de l'ordre du délire peut devenir, plusieurs décennies après, parce que les processus sont très très longs quand on a affaire à la construction de la preuve de silence, peuvent devenir des vérités juridiques. Alors, donc, moi, je ne travaillais pas, ce que je voudrais préciser. Voilà, j'ai encore peut-être 5 minutes pour préciser 2 points. Moi, je ne travaille pas sur la vérité de la mafia, enfin, je veux dire, mais je travaille j'essaye de décrire ces processus de production de vérités qui sont plurielles, comme on le voit, qui dépendent de conditions politiques, parce que les conditions politiques déterminent aussi les conditions de production de certaines connaissances plutôt que d'autres. Hein. Et ce qui me semble, voilà, dans cette mutation un peu de regard sur la mafia, je voudrais mentionner 2 choses. D'abord, la critique de ma part de la catégorie d'omerta, parce que c'est une catégorie qui renvoie la question du silence au peuple. Hein. L'omerta, c'est la mafia, c'est le peuple sicilien qui ne veut pas parler. Or, quand on regarde quand même l'histoire longue de l'Italie, on voit que le silence, pas l'omerta, mais le silence est aussi une technique d'État, hein, et ce qui incite à regarder aussi, c'est pour ça que Mafiacraft est aussi utilisé
pour analyser les processus d'occultation, de disparition qui peuvent être mis en œuvre dans les pays d'Amérique latine, parce que, bon, malheureusement, l'Italie, par certains aspects, voilà, a produit des processus similaires. Et plus largement, et c'est sur ça que j'arrêterai, d'un côté, donc, MafiaCraft analyse tout cet effort prodigieux qui a été mis en œuvre à une époque déterminée pour produire donc la preuve de la mafia, mais ce qui pourrait s'appliquer aussi à d'autres formes de violence invisibles et invisibilisées qu'on veut faire émerger. Et il faut dire qu'il faut un travail énorme. La tâche, elle est énorme. Elle a été menée aussi, comme je le disais, par des citoyens, par des magistrats, par des photographes comme Franco Zecchino, qui est ici aujourd'hui, qui ont permis d'attester, de dire, bon, c'est peut-être... on peut utiliser le mot mafia ou pas, mais en tout cas, il y a ça là. Il y a voilà, un cadavre, il y a une ville déliquescente, voilà. Mais ce travail-là, il nous permet aussi de comprendre quel est le travail de la mafia. Donc, en fait, MafiaCraft a plusieurs significations. Et le travail de la mafia, bon, et le silence, en fait, mais le silence... c'est une action. Et je voudrais mentionner, pour terminer, un autre néologisme qui a été proposé par une commentatrice de MafiaCraft. Vous trouverez son article, il est online. Et elle appelle, en commentant MafiaCraft, elle appelle ce travail unknowing. Donc, c'est un autre néologisme qui a été créé à partir du verbe to know, savoir. Et donc, c'est unknown, c'est ne pas savoir, mais activement. C'est-à-dire produire activement du non-savoir. Et ça, c'est exactement ce que fait la mafia. Mais c'est ce que fait la mafia aussi à l'intérieur d'elle-même, où il y a même un terme pour indiquer la production de la désinformation, c'est la tragédie. Et donc, quelqu'un qui produit de la désinformation à l'intérieur de la mafia est un tragediatore. Donc, ce qu'on considère comme une forme archaïque, en fait, la mafia, elle est toujours envoyée du côté, voilà, justement, du rituel, du folklore, atteint le plus haut niveau de sophistication dans la production organisée de la désinformation. Et donc, je pense, moi je continuerai d'étudier la mafia parce qu'elle nous offre, ou Cosa Nostra en l'occurrence, parce qu'elle nous offre une panoplie extraordinaire de manières de produire de la désinformation, on peut appeler ça silence, parce que c'est ça en fait, de produire du non-savoir. Et ce non-savoir, en fait, a un effet vraiment sur le cerveau. C'est-à-dire que quand on ne peut pas, quand on n'a pas la possibilité, parce qu'on est dans un système d'assujettissement, de décrire, les choses, dans la tête, sont extrêmement brouillées, extrêmement confuses. Et donc, tout le travail est justement,
Et c'est pour ça que mon livre s'appelle aussi une ethnographie, c'est-à-dire tout le travail est celui de la description. Et à travers ces travaux, dans lequel nous aussi, chercheurs en sciences sociales, sommes engagés, le travail de la description, nous pouvons espérer avoir un effet de libération, hein, d'affranchissement de ces catégories, dont celle de witchcraft par certains aspects, qui nous empêchent de penser. Voilà. Je pense que... Oui, oui. Non, merci. Voilà, je pense que j'ai dit le principal. Tu as dit des choses vraiment extrêmement importantes. Et on voit bien qu'on est au cœur du sujet de cette question de l'information, de la désinformation, de tout ce qui empêche le savoir. Donc avant de faire parler Georges un peu sous un mode de dialogue, je voudrais juste essayer de tirer quelques leçons de ton travail pour aborder la question de la pédocriminalité organisée qui n'existe pas justement, et qui est quelque chose qui reste à construire, que nous essayons de construire. Alors sur 3 points, il me semble. Le premier, donc sur le mot de mafia, comme tu as dit, il a fallu un travail juridique pour arriver à dire ça, c'est la mafia. La mafia avant était un mot qui était ambivalent et qui connotait une culture sicilienne folklorique de résistance à l'État positive. Et en fait, on a un peu la même question du côté de la pédocriminalité, parce qu'on a longtemps parlé de pédophilie comme quelque chose de, au fond, assez sympathique. Il y a des tendances pédophiles. Enfin, on aime les enfants, on aime les petits-enfants. Et donc, on a compris, c'est récent, hein, depuis quelques années, non, il n'y a aucun amour dans ces pratiques. C'est des pratiques de cruauté, de domination, de violence. Donc, il faut parler de pédocriminalité et de gommer cet aspect. Donc, cela, c'est déjà un premier pas dans la construction de quelque chose qui est très intéressant. Le deuxième point, tu soulignes cette question des repentis qui est vraiment au cœur, parmi les pages les plus belles du livre, c'est le dialogue, la compréhension qui se noue entre le repenti Tommaso Buscetta et le juge Falcone, et qui est aussi palermitain, et ils se comprennent. Et ça, c'est vraiment, tu décris ça d'une façon absolument magnifique. C'est parce qu'un juge a compris un repenti qu'il a compris qu'on pouvait reconstruire le système à partir de cette vision de l'intérieur. Et en fait, les repentis, si on réfléchit bien dans les sujets qui nous concernent, on a un équivalent structurel. Alors, quand je dis structurel, c'est aussi une vision de l'intérieur du système, de quelqu'un de l'intérieur du système qui peut donner une vision, une compréhension d'ensemble. C'est différent par certains côtés, c'est les personnes qu'on appelle les survivantes. Alors on emploie le mot au féminin parce que c'est très majoritairement des femmes. Je connais très peu de cas d'hommes qui ont témoigné dans ce sens-là. Mais ce n'est pas seulement des anciennes victimes qui ont survécu, c'est aussi des personnes qui décrivent un système familial, qui sortent de famille et d'une transmission intergénérationnelle de cette criminalité sur les enfants, qui ressemble à la mafia par ce côté aussi d'une transmission familiale, de ce lien-là, et qui surtout ont été à la fois dans l'enfance abusés, mais aussi impliqués dans les crimes, impliqués dans la commission des crimes. Et c'est la chose la plus terrible, c'est ce qui rend pour ces personnes le traumatisme doublement lourd. C'est pas seulement un traumatisme d'avoir vécu un crime, c'est d'avoir été complice et d'avoir participé au crime. Et donc c'est des personnes qui ont été initiées à ces crimes dans le but de transmettre à la génération suivante ces pratiques, et certaines qui s'en sont sorties, qui ont réussi par des cheminements complexes à s'extraire du système criminel, à surmonter l'amnésie traumatique. Ça c'est un thème maintenant qui est bien connu. Ces violences extrêmes suscitent une amnésie dont on sort parfois très tard, à 50, 60, 70 ans. Ça peut vraiment venir très très tard, cette sortie. C'est pourquoi la question de la prescription est une question vraiment importante. On pourrait y revenir. Et donc ces survivantes décrivent un système qu'elles ont vécu, qu'elles portent en elles. Et on a des témoignages. Alors il y a des dizaines de livres de survivantes qui posent toujours des problèmes, comme les témoignages des repentis. On pose des problèmes. C'est pas une chose. On va pas prendre tout à la lettre. Certains ont été manipulés. Voilà, c'est très complexe. Mais il y a tendanciellement une masse de témoignages, et il n'y a eu aucun juge. On n'a pas de juge Falcone qui a pris au sérieux ces descriptions, alors qu'elles sont abondantes. Voilà, donc on en est là dans cette situation, mais ça ressemble vraiment beaucoup. Il y a une proposition de dire il y a un système,
Mais pour l'instant, personne n'arrive à s'appuyer sur ce témoignage, ces témoignages multiples et convergents, pour comprendre le système. Dernier point avant de poser des questions à Georges, sur la question du silence, parce qu'on est vraiment dans ce domaine-là. C'est un sujet dont on ne parle pas. Alors il y a 3 silences. Il y a un silence complet des acteurs. À ma connaissance, je n'ai jamais vu de témoignage d'un criminel qui aurait raconté ses crimes. Ça n'existe pas. Depuis le marquis de Sade, il faut prendre le marquis de Sade, c'est pas de la littérature, le marquis de Sade, c'est vraiment, il raconte ce qu'il faisait avec ses amis. Bon. Mais depuis la fin du XVIIIe siècle, personne n'a vraiment osé raconter ces violences sexuelles organisées, ces abus sur les enfants. Le silence des victimes elles-mêmes elles sont traumatisées et il y a toutes des techniques de manipulation mentale qui sont bien décrites. Il y a une chercheuse, une psychologue canadienne, Alison Miller, qui a très bien décrit, qui essaye de comprendre ces phénomènes de manipulation mentale, ce qui empêche de retrouver le souvenir. Un des processus, on apprend, on met dans la tête des enfants des déclencheurs qui vont faire que le jour où vous aurez envie de parler de quelque chose, une pulsion suicidaire va faire que vous aurez envie de sauter de la fenêtre ou de vous jeter sous un train. C'est vraiment des mécanismes mentaux, manipulation très subtils qui sont mis en place, complexes, là aussi controversés, mais il y a des témoignages, notamment de psychologues de ce phénomène, mais la plus grande impossibilité, dont tu as parlé, c'est la même, c'est le déni collectif. Si on avance, là pour l'instant, si on avance sur ce sujet, si on essaie de le décrire, on va passer pour un complotiste, un fou. Voilà, bon, là, il y a une impossibilité d'avoir une crédibilité de cette parole sur l'existence de ces réseaux. Donc on en est vraiment dans une situation qui ressemble beaucoup, et c'est pour ça que tout le travail qui a été accompli sur la mafia, c'est en même temps un espoir énorme. C'est à la fois un guide conceptuel sur les catégories à utiliser et les démarches à mener pour avancer dans ce domaine-là. Voilà. Donc, je me tourne maintenant vers Georges, parce que j'ai trop parlé, et Georges qui travaille sur le sujet, qui est un des piliers de la lutte sur ce domaine. Alors, de la lutte, d'abord de l'aide aux victimes, parce que c'est comme ça qu'est venue ta démarche. Donc Georges, tu étais un journaliste à la télévision en Suisse romande, et il y a un peu plus de 30 ans, tu as senti les limites justement de l'enquête journalistique pour aborder la question des violences faites aux enfants, pour passer à un autre registre. Donc est-ce que tu peux raconter qu'est-ce qui t'a amené à faire ce changement de perspective ? Volontiers. Quand j'étais journaliste, il y a 2 choses importantes qui m'ont touché beaucoup. J'ai été dans les camps de réfugiés en Thaïlande, et puis c'était vraiment triste. Et là, j'ai vu arriver 2 voitures noires, Mercedes, avec des photographes qui sont venus, et ils se sont mis comme ça, et puis il y a une dame qui est sortie de la voiture, et puis on lui a donné un enfant, pour la mettre dans les mains. Elle a pris cet enfant, et puis les photographes ont clac, 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 beaucoup de photographes. Puis après, quand les photographes ont terminé, elle a lâché son enfant en disant ben comme ça, vraiment. Et c'était une association, qui voulait chercher des sous pour les enfants. Et ça m'a vraiment dégoûté. Je me dis, c'est pas possible de faire des choses comme ça. Et à ça, ensuite, à peu près plus tard, j'ai voulu faire une enquête sur une voyage, une agence de voyage qui s'occupait qui faisait des voyages pour des pédophiles, ce qu'on appelle des pédophiles à l'époque. Et on m'a dit, non, on ne fait pas. J'ai dit, mais enfin, j'ai les preuves et tout. Écoutez, non, on ne fait pas. Ça m'a dégoûté aussi. Et j'ai engagé un journaliste et on a fait cette enquête. Et finalement, effectivement, on a réussi à montrer ce qui s'est passé, et la justice a fait son travail, et l'agence a été bien sûr fermée, et on était assez contents d'avoir fait ça. Voilà. Mais c'était dommage que les radios et les télévisions ne voulaient pas faire ça. Voilà, ça c'est le départ de Lucide. Donc tu as créé ce comité international pour la dignité de l'enfant en 92.
Ouais. On va parler en Suisse. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux raconter un petit peu ce que fait le CID? Quelles sont l'activité? Bon, on travaille de façon pluridisciplinaire, c'est-à-dire que, par exemple, actuellement, tout récemment, il y a une dame qui est venue qui nous a dit, quand j'avais 11 ans, maintenant elle a 45 ans, elle dit j'ai été utilisée pour piéger les enfants. J'ai dit ah, qu'est-ce que c'est? Racontez-moi ça. Et puis j'ai regardé son parcours. C'est un parcours qu'elle est très fort parce qu'elle a été maltraitée. Vraiment, ça, on le voit, il y a des pièces sur des pièces juridiques. Et puis, alors, j'ai dit, on va voir ce qui s'est passé. Et puis, elle parle d'enfants qui ont disparu, en Suisse notamment. Alors, j'ai demandé à un spécialiste, d'un enquêteur de la police, qui est un ancien, qui travaillait avec ce domaine. Et puis, ensuite, j'ai demandé à un psychiatre de voir si cette personne est pas complètement folle, si on peut la croire. Effectivement, c'était plutôt positif, et nous avons alors donné ces informations à la police, et c'est une affaire, je ne peux pas trop en parler, parce que c'est actuellement en cours. Voilà. C'est une façon que le CID travaille comme ça. Mais c'est vrai que pour revenir un petit peu de ce qu'on avait fait dans les affaires pédocriminelles, et pour parler un petit peu, parce qu'il y a peut-être des liens avec la mafia. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que peut-être vous vous rappelez, peut-être certains, l'histoire de Zanzor. C'était en 1998. C'est en Pays-Bas, on avait trouvé des CD-ROM avec beaucoup d'enfants, des enfants, je ne sais plus le nombre d'enfants, mais enfin des centaines et des centaines d'enfants qui étaient dans des photos, et aussi certaines photos où on voyait les abuseurs. À un moment donné, il y a une journaliste qui s'appelait Gina Bernard et qui avait dit mais j'aimerais dénoncer ça, et elle avait essayé en Belgique de donner ces informations, et puis rien s'est fait. Elle disait mais elle m'avait appelé, puis elle a dit écoutez, j'ai dit essayons de faire avec la Suisse, parce qu'en Suisse on n'a pas peur de ça, on est en dehors de ça, on va essayer de faire cela. Elle m'a dit d'accord, mais j'aimerais d'abord vous voir vraiment. Et alors je suis venu en Belgique, à Bruxelles, avec un ami qui était aussi dans la douane, au cas où on recevait les CD-ROM, on pouvait les prendre. Et puis on est allé, elle nous a regardé, Gina Bernard, elle voulait nous a posé quelques questions. Puis elle a dit bon, c'est bon, je vous donnerai les CD-ROM. Bon, je suis rentré en Suisse, et puis j'appelle, je lui dis alors, elle m'a dit oui, c'est parti. J'ai attendu, et puis rien. Je rappelle, elle me dit mais je les ai envoyés, tout ça. Je dis non, on n'a pas. Elle m'a dit je renvoie une deuxième fois. J'ai dit bon, très bien. Et puis elle renvoie, et là elle me dit aussi j'ai reçu des menaces de mort. Ah bon? Ouais, j'ai reçu des menaces de mort. Bon. Tu continues? Oui, je continue, ouais. Et on voit le CD-ROM. Deuxième fois, on ne l'a pas reçu. Alors vraiment, j'ai pensé que cette personne elle racontait des histoires. Et puis, parce qu'on n'en parlait pas du tout à l'époque, cette histoire. Et je lui ai rappelé, elle me dit, j'ai pas reçu. Elle me dit, alors je lui ai dit, écoute, on va te donner une autre adresse, pas le CID. Il ne faut pas envoyer au CID, parce que c'est vraiment un peu connu quand même. Alors, on va te donner une autre adresse tout à fait privée. Et puis, tu vas où avec, quand tu vas
donner à la poste. Il dit, ben, je vais dans la poste à côté de chez moi. Enfin, je dis, non, non, non. Tu vas à la poste de la gare. Hein, hein. Puis tu vas dans une gare, dans la gare de Bruxelles, et tu vas donner ce paquet là-bas. Ah, d'accord, très bien. Et quelques jours après, je reçois ce CD-ROM avec et là, j'ouvre tout et je vois effectivement, ces CD-ROM avec des milliers d'enfants, tous ces enfants. J'ai dit, c'était vraiment épouvantable tout ça. J'ai dit, alors, bon, comme il était prévu aussi, je vais les donner à la police suisse qui vont faire leur travail. Et puis je l'appelle pour lui dire, alors on a bien reçu, je te remercie beaucoup. Et je tombe sur son portable, enfin je crois que c'est un portable. Ça. Elle me dit, c'est son mari qui me dit, ou son compagnon, je ne me souviens plus, me dit, mais elle est décédée. Je dis, comment elle est décédée? Elle m'a envoyé le truc, c'est pas possible. Et puis elle est décédée, elle avait un accident de voiture en rentrant hier. Elle partait, elle devait rentrer de je ne sais plus de quel endroit, mais ah bon. Ouais. Et finalement, c'est bizarre parce que je me suis rendu compte que quand on a dit oui, elle était un peu fatiguée, donc elle a eu un problème. Et je crois qu'en regardant, on a fait ça avec des gens spéciaux qui connaissent un peu le domaine, on s'est rendu compte que juste avant, la route était en travaux. Donc, si elle était fatiguée, eh bien, c'est à ce moment-là qu'elle aurait fait Donc, à un moment donné, elle a dû forcément arrêter, aller tout doucement, et en repartant, quelques mètres après, pof, elle tombe, elle a eu cet accident dans un pylône. Et d'après des gens, des services un peu français m'ont dit, on lui a fait sans doute le coup de le miroir, c'est-à-dire que quand tout d'un coup vous allez, tout d'un coup on vous met pof, un grand miroir, et à ce moment-là vous avez l'impression que vous allez vous tomber sur quelqu'un et vous mettez votre voiture dans un autre endroit. Enfin, toujours est-il que ce qui est sûr, c'est qu'elle m'avait dit qu'elle avait des menaces, que deux paquets qui ne sont pas arrivés, et puis la troisième chose, c'est que cet accident. Mais ensuite, pour elle, pour montrer encore, elle m'avait dit, j'ai dans un couvent, j'ai un copain, enfin un couvent que je connais depuis longtemps, et je lui ai laissé une cassette, où il y a des enfants qui sont tués. C'est ce qu'on dit les snuff movies. Voilà, exactement, ouais. Et puis, j'ai dit, alors, tout de suite, je me suis dit, je vais essayer de le retrouver. J'ai essayé d'appeler le couvent. Et là, je suis tombé sur finalement le supérieur du couvent qui m'a dit, je comprends pas, maître le fameux compagnon et qui était là depuis des années, il est parti du jour au lendemain et je comprends pas, personne ne sait qu'il est parti. Il est parti. Et on ne l'a jamais retrouvé. Voilà, c'est des choses comme un peu bizarres. Ça. Et après, juste pour finir sur cette histoire, c'est que tu as aussi envoyé le fameux CD-ROM qui contenait toutes ces photos, tu l'as envoyé à la justice française, à la à Madame Guigou. J'ai donné à Madame Guigou qui ne m'a jamais répondu. On a après plusieurs qui étaient ministres de la Justice qui m'avaient dit ben non, on n'a jamais reçu. Oui, en fait, c'est une histoire. Alors, comme elle est ancienne, on peut en parler assez librement, mais c'est vraiment très spectaculaire. Il y a maintenant des enquêtes sur la consommation d'images pédopornographiques. C'est devenu vraiment un sujet d'enquête. Il y a des réseaux de consommateurs qui sont démantelés. Il y a eu quelques affaires au cours de l'été dernier. Mais on s'interroge beaucoup moins sur la production de ces images. Or là, on avait vraiment... l'enquête qui avait été menée par des Flamands aux Pays-Bas avait mis la main sur tous ces documents de production d'images
Et quand la police... Alors, il y a un journaliste français, Serge Garde, qui a publié dans l'Humanité les photos, juste pas les photos violentes d'enfants abusés, mais juste les visages des enfants. Et beaucoup de familles françaises ont reconnu des enfants disparus. Et la police française a dit non, non, ces enfants-là ont été tous identifiés aux Pays-Bas, ce qui était faux. Donc il y a vraiment eu une volonté, à la fois du ministère de la Justice, des services de police, d'étouffer cette histoire. Enfin, je peux aussi dire que dans ces CD-ROM, il y avait le procureur Bertosa à Genève qui a vu, elle a dit « Je suis ouvert à entendre les mamans qui auraient des enfants qui ont disparu, qui veulent voir ça. » Il y a eu effectivement à cette époque plusieurs Françaises qui sont venues et qui ont retrouvé, ont vu en tout cas des photos de leurs enfants. Et ça, c'est consigné par le procureur Bertosa. Donc ça fait partie de ces grandes affaires qui ont été étouffées. Je voulais juste, donc, pour rebondir, pour revenir à Déborah, qu'on fasse un échange justement sur ces questions, sur l'étouffement des affaires. En fait, il y a eu, dans les années 80, aux États-Unis, une série de grandes controverses alors, sur des abus commis dans des crèches, qui ont donné lieu à des grandes polémiques, dans lesquelles, très intéressant, les personnes accusées se sont défendues en disant « mais c'est une chasse aux sorcières ». C'était vraiment le grand thème qui est apparu pour dire tout ça, c'est de la folie. Alors, ce sont des hommes qui se présentaient comme étant des sorcières chassées par des méchantes féministes qui voulaient les abattre. Donc, c'est un jeu renversé. Mais il y a eu comme ça une série de grosses affaires aux États-Unis, en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, à la fin des années 80. En Belgique, c'est l'affaire Dutroux. En France, c'est Outreau. À chaque fois, il y a eu ces grandes affaires publiques qui se sont retournées étrangement. Et à chaque fois, on a mis en doute la parole des enfants. Et l'affaire a été en gros étouffée. Et on a basculé dans ce déni de l'existence de ces questions. Donc voilà, donc c'est vraiment une question pour Déborah. Quand tu entends le récit de Georges, un récit de première main qu'il a vécu quelque chose, est-ce que tu reconnais quelque chose? Moi, je vais encore juste dire... Monsieur Voulet, moi, je ne peux pas me prononcer sur quoi que ce soit, mais ce qu'il y a, c'est que moi, ce que j'ai décrit, en fait, c'est un processus qui aboutit. Et bien sûr, il y en a d'autres qui n'aboutissent pas. Là, on a l'impression que ces processus n'aboutissent pas. C'est-à-dire, c'est quoi le processus qui aboutit? C'est même dans une temporalité longue. Et je prends un autre exemple aussi qui est décrit dans la Mafiacraft. Il y a un chapitre entier sur une affaire qui s'appelle l'affaire Impastato, et je profite aussi de la présence de Franco Zecchini ici, un jeune donc leader militant anti-mafia et leader d'extrême gauche qui qui est retrouvé, son corps est retrouvé déchiqueté sur les rails d'une gare de la petite ville où il habitait. Et la version, c'est le 9 mai 1978, et c'est le jour où on retrouve aussi le corps de Aldo Moro, donc du président de la démocratie chrétienne qui avait été gardé en captivité pendant 3 mois presque, et puis assassiné par les Brigades Rouges. Et donc, dans ces contextes, la lecture, aussi dans ces contextes, est-ce que ces contextes ont été créés? Enfin, bref, en tout cas, on sait que la lecture, il y a le rapport policier décrit cet événement comme un attentat kamikaze, terroriste, où voilà, Giuseppe Impastato, il aurait été une victime d'une tentative de faire sauter un train. Et c'est pour ça que j'ai les camarades de Pepino font un acte extraordinaire qui est photographié par une photographie extraordinaire de Franco Zecchini. Ils écrivent
sur une pancarte Peppino Impastato assassiné ici par la mafia à cette date, avec la date et l'heure. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont mené, entre-temps, et vont mener dans les jours suivants une contre-enquête qui montrera qu'ils retrouvent une pierre avec du sang. Ils font analyser cette pierre, ils montrent la concordance entre le groupe sanguin de Peppino Impastato et le sang sur cette pierre. Ils mènent une véritable contre-enquête qui montre que Peppino Impastato, Giuseppe Impastato, a été assassiné, assassiné déjà, et ensuite mis sur les rails pour simuler, c'est ça la production de la désinformation. Or, il faudra 25 ans pour démontrer, pour que la justice démontre, parvienne à démontrer, au bout de toute une série aussi de changements dans le droit, dans le régime aussi spécial accordé aux repentis, la protection aux repentis, toute une série de changements, changement de mentalité, changement de régime de parole, de silence, etc. Toujours est-il que, donc ça c'est 1978, c'est en 2003, je crois, la date de la sentence qui affirmera définitivement que Giuseppe Impastato a été assassiné par la mafia. Cette vérité-là, elle est démontrée, mais au bout de 25 ans. Mais au moins, elle est démontrée. Hein. Et donc, moi, ça prend du temps, ça prend quand même beaucoup de temps. Ça prend énormément de temps, mais quand même, le sujet, c'est quand même enquêter sur le crime organisé. Alors, on peut voir déjà que, de ce que j'ai parlé, c'est évident que c'est ces crimes organisés. C'est avec plusieurs personnes dans des pays différents. Donc, on a affaire à des affaires criminelles organisées. Vous en êtes d'accord avec ça? En fait, moi, ce que j'ai dit, c'est que moi, en fait, je le brûle parce que je viens après coup et j'ai décrit des opérations de connexion entre certains faits et certaines manières dont ils sont qualifiés, en l'occurrence de mafieux, mais après coup. Et je ne peux pas me prononcer, enfin, je peux pas me prononcer sur parce que, en fait, moi, j'ai fait une enquête de l'enquête. C'est ça l'idée. Hein. J'ai fait une enquête, des enquêtes qui sont menées. Et certaines aboutissent, d'autres pas. C'est vrai que c'est plus facile pour moi de démontrer à partir de celles qui aboutissent. Mais là, cette question de l'organisation, elle est centrale, en effet. Et ce que je peux dire, c'est que pour la mafia aussi, on a longtemps affirmé que la mafia n'était pas organisée, qu'il n'y avait pas d'organisation mafieuse, mais qu'il a ensuite été montré et démontré, mais au prix aussi de sacrifices de juges, parce que des juges comme Falcone, Borsellino et beaucoup d'autres, Costa, Chinnici, ils se sont fait, ils ont accepté aussi d'être assassinés, enfin d'aller, de démontrer, ils ont pris sur eux, pour, comme on dit, vraiment, la charge de la preuve, et ils ont accepté d'aller au bout de certaines affaires. Hein, là, par exemple, sur l'affaire Impastato, il y a plusieurs juges qui l'ont suivi parce qu'ils étaient, les uns après les autres, ils étaient assassinés. Donc, bon, sur le caractère organisé de la mafia, là aussi, c'est-à-dire que chaque personne, depuis les années 60, 1960, chaque personne qui a affirmé le caractère organisé et structuré de la mafia a été assassinée. Et donc,
c'est un point Comme la central. journaliste dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, mais moi, j'ai pas, enfin, je peux pas, enfin, je suis pas. Non, mais C'est juste quand même. Vous voyez, Non, non, la question n'est pas là. Déborah, la question, c'est plutôt, parce que là, dans la comparaison, c'est aussi de réfléchir à la différence entre la France et l'Italie, enfin, entre l'Italie oui, et la France et la Belgique. l'Italie, elle Que, dispose voilà. aujourd'hui de moyens pour faire des enquêtes et aussi pour produire la preuve de crimes qui sont marqués par le silence. C'est ça, c'est ça. Et des techniques aussi pour étudier ces types pour analyser ces types de situations qui sont extrêmement indéchiffrables, incompréhensibles, indescriptibles. Donc il y a un patrimoine là, mais qui est aussi... c'est des choses très, très, très bizarres aussi comme qui se passent, je dois dire, faut quand même, parce qu'il y a peu de temps. Il y a des enfants qui disent qu'ils ont été dans des abus avec des rythmes, enfin qu'on appelle je sais pas, comme dans des messes, mais enfin dans des... De messes noires. Oui, oui, voilà. Alors, les enfants qui ne se connaissent pas donnent les mêmes détails. Quand on leur fait écrire des décès, ben là, excusez-moi, eh bien, ils donnent des détails qui sont vraiment très importants. Et là, il n'y a rien qui se fait, vraiment. On sait que ça existe, mais oui, on n'arrive pas à trouver. On a une accumulation de témoignages d'enfants ou de personnes. Là aussi, il y a une question juridique qui est très lourde. C'est quand des personnes se souviennent, reconstituent leur histoire à 50 ans passés, qu'est-ce qu'on fait? La prescription est telle qu'il ne peut pas y avoir d'enquête, il ne se passera rien en France sur ce genre de sujet. Voilà. Ce qu'il faut aussi regarder, c'est justement aussi pour prolonger la métaphore, la question de la sorcellerie, quand vous parlez aussi de messes noires, etc., c'est par exemple comment des États, par exemple africains, font des procès de sorcellerie. Hein. Mais voilà, comment ils construisent aussi la preuve et de choses qui, pour nous, n'existent pas avec un œil occidental, mais même pour les juges africains, existent. Hein, oui, parce oui, qu'ils sont dans le même système aussi de croyances, de pensée, mais aussi de pratique. Et donc, ce sont des questions aujourd'hui qui se prêtent aussi à des analyses comparées sur plusieurs pays, d'où aussi l'extrême complexité de mener des enquêtes comparées sur plusieurs pays, qui donnent aussi, qui accordent une importance ou une valeur différente à la parole des enfants, par exemple, hein, selon le droit, ou à la parole de l'accusé ou du témoin. Ben, par exemple, cette catégorie de repentis, elle n'existe pas et la protection pour les repentis dans d'autres pays n'existe pas. Donc ça change aussi les moyens pour parvenir à la preuve. Ça ne change pas le crime, mais le moyen pour parvenir à le prouver et donc à le rendre visible et à le rendre donc aussi reconnaissable comme tel, comme crime, c'est-à-dire selon les catégories locales aussi de crime, par une population donnée. C'est ça, oui. Peut-être que c'est le moment de proposer au public de poser des questions si vous avez des observations ou des témoignages, oui. Il y a quelqu'un qui va lui amener le micro. Alors,
c'est pas tellement pour poser une question, mais pour donner un autre contribut au débat. Alors, je pense qu'il faudrait d'abord penser aux mafias au pluriel, c'est-à-dire ce sont des organisations, des criminalités organisées qui sont des multinationales, au moins opèrent comme des multinationales, donc ils sont liés avec une présence sur le terrain, un rapport avec le terrain, mais aussi avec des échanges qui vont au niveau international. Donc on pense, par exemple, en Italie, il y en a 4, non? La Cosa Nostra, la 'Ndrangheta, la Sacra Corona Unita, no? Et la Camorra. Et donc, ils gèrent, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, la Camorra gère la 'Ndrangheta gère le trafic des armes. Alors, au niveau international, la Camorra gère aussi la cocaïne. Donc, un lien avec les producteurs qui viennent du pays de production de la cocaïne, ça, pour dire comment, à l'intérieur de tous ces trafics internationaux, il y a aussi le trafic des gens, donc des personnes. Il y a la gestion de la prostitution, donc il peut y avoir aussi la pédocriminalité. Donc, c'est des éléments communs qui peuvent supposer, qui forcément rentrent en contact. Donc, c'est pas étonnant après de découvrir, par exemple, que derrière la pédocriminalité, il y a une forme de criminalité organisée qui est en structure de mafia. Donc, ça, c'est la première considération. Ouais. La deuxième, c'est, et justement, je trouve que ça peut être utile pour amener la connaissance qu'on a aujourd'hui en Italie, surtout la lutte contre la mafia, à d'autres pays, parce que ça c'est aussi nécessaire. On ne peut pas lutter contre la mafia seulement dans un État, étant une multinationale. Il faut que toutes les nations concordent avec le même des législations qui peuvent être coopérées dans ça. Ça, ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Déjà, encore entre la France et l'Italie, on n'est pas sur le même niveau d'efficacité, même si on a fait des progrès. Mais pour dire un élément qui est sorti, par exemple, de l'exposition de Déborah, c'est le rôle de ce qu'on appelle les repentis dans disons, pour rentrer dans, comprendre les mécanismes et aussi pour comprendre, pour avoir l'idée de qui sont ces gens qui se cachent ou qu'on ne connaît pas exactement. Alors, pour ça, moi je trouve que c'est plus intéressant de sortir de cette dénomination repentie qui a un côté un peu, disons, mystique religieux. En effet, ils ne sont pas du tout repentis. Ils sont des collaborateurs de justice qui ont trouvé leur convenience à un certain moment de leur carrière, disons, criminelle, en mettant leur connaissance à disposition de magistrats, donc pour lutter contre l'organisation dont ils sont sortis, parce qu'à ce moment-là, il faut qu'ils soient sortis parce qu'ils ne peuvent pas continuer à être dedans, mais pour des raisons qui sont, par exemple, si on prend les premiers, à part Vitale, que bon, là c'était un cas, disons, particulier, mais la première vraie forme de collaboration entre magistrat et mafieux, c'était Buscetta. Et Buscetta, pourquoi il a commencé à collaborer avec Falcone? Il a commencé pour deux raisons. Une, c'est que lui, il venait d'être arrêté au Brésil et avec la possibilité d'être extradé en Italie. Et à ce moment-là, il y avait toutes les familles de Corleonesi qui étaient en train de massacrer tous les
les autres, ce qu'on appelait hyperdenti, donc Buscetta faisait partie, donc, parce qu'il voulait prendre l'hégémonie sur les autres groupes de familles. Et donc, s'il était rentré, une fois arrêté et transporté en Italie, ils auraient été tués sûrement dans la prison. Donc, deux, il s'est retrouvé avec Falcone, avec, disons, des éléments communs qui étaient une certaine question aussi de respect de l'un vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, ils partageaient une sorte de culture, si on peut dire comme ça, commune, de base, non, de sortie. Après, chacun a pris un parcours différent. Voilà. Donc, l'idée de repenti, c'est une idée qui peut être exportée, disons, c'est-à-dire donner ces statuts et les protections qui vont avec. Voilà. Mais dans cette histoire, merci beaucoup, hein, c'est très riche et très, très intéressant sur plusieurs points. Juste sur la question des repentis, ça supposerait qu'il y ait des conflits internes dans le réseau qu'on essaye d'identifier. Alors peut-être qu'il y en aura, hein, mais... Non, je crois qu'en Italie, la catégorie de mafia, elle est utilisée de manière à pouvoir saisir non seulement d'ailleurs les mafias traditionnelles, la Camorra, l'Andrangheta localisée, mais aussi elle peut être utilisée pour les traites de migrants, par exemple, hein, des systèmes d'exploitation de migrants ou de migrantes, de réseaux de prostitution, et aussi des traites d'enfants, par exemple. Et donc, c'est une catégorie qui est assez utile, en tout cas, hein, pour saisir des formes organisées, hein, de criminalité fondée là sur quand même des méthodes qui, par rapport aux descriptions qui sont faites, bon voilà, l'intimidation, hein, là on parlait de menaces, hein, intimidation, bon, assujettissement, omerta, bon là quand même il me semble que le silence il est assez présent, hein, dans ces même les gens, les victimes, quand ils se demandent des informations, ils veulent se donner ou donnent des informations en disant j'ai été victime. Oui. Le silence aussi de ceux qui écoutent, par exemple les professeurs qui disent qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais donner cette information à la police? Ou on ne touche pas à la famille, tout ça. Elle est déjà là. Hein. Mais c'est-à-dire que là, ce qu'on disait aussi sur cette catégorie de repentis ou de collaborateurs de justice, l'idée c'est qu'il assure une protection. Et qui va parler s'il n'est pas sûr de choses aussi graves, s'il n'est pas sûr d'avoir une protection. Ça, en tout cas, c'est la question qui s'est posée. Ensuite, il a fallu des lois pour dire quand un professionnel, un prof ou une assistante sociale entend tout d'un coup quelque chose comme ça, elle a l'obligation, il n'y a pas longtemps, il y a l'obligation de donner cette information à la police. Autrement, mais il a fallu ça, c'est pas très longtemps. Hein? Non, c'est en Suisse. J'ai dit, je parle de ce qui se passe en Suisse. En Suisse, non, en France, on est très... Non, j'ai dit en Suisse. Oui. Alors, écoutez, j'ai été délégué à la prévention des mauvais traitements vers les enfants pour l'État de Vaud. Et justement, j'ai fait cela, qu'il y a l'obligation de se faire. Évidemment, mais ça, c'était
Ouais. Quand j'ai vu des enfants qui étaient dans un cimetière, qu'on allait mettre et que les professeurs qui étaient derrière, ils étaient tous au courant de ce qui s'était passé, que l'enfant avait été abusé, mais personne n'avait rien dit. Ben, c'est pour ça que j'ai fait cette loi. Oui. Je ne sais pas sur quelle base vous faites ce genre de remarques. Moi, je suis un petit peu quand même... Non, monsieur travaille depuis 33 ans sur le sujet, s'il vous plaît. Non, excuse-moi. Je ne me suis pas déplacée ici, si vous voulez, pour entendre des allégations qui ne sont reconnues par personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ben, Ce qui est intéressant, c'est effectivement ce qui a été dit par rapport à la mafia. Parce que qu'est-ce qui fait la différence entre ce qu'annonce ce monsieur? C'est que c'est vrai, on ne peut pas prendre des cas particuliers. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui a été fait par rapport à la mafia en Italie, c'est que ça a fait jurisprudence. Et qu'à partir de là, c'est là que ça travaille au niveau du droit international. Quand on dit le droit local et le droit international, je peux vous dire, je me suis quand même bien renseigné là-dessus. C'est là où ça avance. Parce que quand il y a des cas de jurisprudence, comme ça a été le cas en Italie, après, c'est récupéré. Parce que comment vous croyez que travaillent les CPI, etc. Comment est-ce que vous croyez que les organisations internationales travaillent? C'est comme ça. Alors, je ne sais pas qu'on peut strictement rien contre les rétro-présidents, etc. Non, attendez. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, madame. Non, non. J'ai ça. Vous n'avez pas bien compris, alors. Parce que Pourtant, c'est clair. Non, mais là, même il y a eu quelque chose d'assez, concrètement. Moi, je travaillais avec un magistrat qui s'appelle Antonio Balsamo, qui a été missionné à l'ONU par l'Italie, un expert ONU. Vous pouvez regarder sur Internet, pour proposer d'élargir, mais en l'adaptant, la législation antimafia italienne à 114 pays qui avaient des situations similaires, aussi de corruption, de crimes financiers, de tout un tas de choses qui pouvaient être comparables à la mafia, mais il a fallu tout un travail très précis, pays par pays, pour voir si la catégorie de mafia était adaptée. Parce que la catégorie de mafia, et c'est ce que j'ai dit aussi souvent quand on me pose la question, elle a quand même été conceptualisée par un Sicilien, Pio La Torre, qui l'a conçue par rapport à la réalité sicilienne. Donc même ces conduites, je ne dis pas qu'elles sont seulement siciliennes, parce que sinon je me contredirais, d'accord? Donc des formes d'intimidation, des formes de silence et qui conduisent à des formes d'assujettissement sont peut-être pertinentes pour d'autres contextes. Mais encore faut-il le démontrer. Et à chaque fois, tout notre travail, en fait, moi, mon travail, c'est de d'écrire a posteriori ces travaux de démonstration que c'est pertinent ou pas, au cas par cas, sur des cas très précis. Et voilà, encore une fois, c'est avec beaucoup de prudence et d'humilité, parce qu'on sait que ce qu'on croit vrai aujourd'hui, peut-être que demain, il y aura d'autres preuves qui montreront que ce n'était pas le cas. Peut-être d'autres questions avant le... Monsieur Piron, j'ai cru entendre dans ce que vous disiez que l'affaire Outreau avait été étouffée. Ça me surprend.
Non, j'ai pas dit qu'elle avait été étouffée. J'ai dit c'est un mécanisme qu'on. Non, non. J'ai dit c'est des grandes affaires. Au contraire, il y a eu une série de grandes affaires publiques dont on a beaucoup parlé, mais qui ont eu pour effet. Je dis c'est à peu près le même effet collectif à chaque fois aux États-Unis, au Royaume-Uni, Belgique, en France, en Australie. Vraiment, c'est presque systématique d'inverser. Donc, au début, on entend les enfants, on croit qu'il s'est passé quelque chose, et des mécanismes de défense, notamment l'accusation de chasse aux sorcières, les enfants sont manipulés, etc., les souvenirs sont inventés, toute une série de mécanismes de défense aboutissent au fait qu'on ne croit plus la parole de l'enfant, et c'est vraiment un retournement qui s'est fait. En Belgique, c'était le premier juge en charge de l'enquête, Dutroux, qui a lancé la piste du réseau, a été dessaisi sous prétexte qu'il avait participé à un repas avec l'association de victimes, pour qu'on mette en place un juge qui dit non, c'est un cas absolument unique, alors que les preuves qu'il y avait un réseau, elles sont multiples. Voilà. Juste pour dire qu'il y a eu des grandes affaires dont on a beaucoup parlé, mais qui ont eu pour effet finalement d'invisibiliser après coup. Et alors peut-être qu'il y a un retournement en cours sur ces questions-là, peut-être notamment parce qu'on parle beaucoup plus maintenant de la question du trauma, de l'amnésie traumatique, et que de prendre le trauma des victimes après coup comme un indice qu'il s'est passé quelque chose, c'est peut-être ça qui est le signe d'un retournement en cours. Et je voulais juste dire qu'il y a eu cette époque-là, les années 80, 90, 2000, de grandes affaires qui ont abouti à ce silence. Voilà. Je vais juste ajouter qu'il y a un certain monsieur qui s'appelle Michel Klipp, qui était un gendarme qui s'est occupé de l'histoire du trou. Et quand à un moment donné, on lui a dit de s'en aller parce qu'il s'occupait de surtout les questions financières. On lui a dit il faut arrêter là. En tout cas, il y a aujourd'hui une prise en compte de la parole des enfants, que ce soit dans la justice, les juges des enfants et les juges aux affaires familiales. Il y a même une obligation d'écouter l'enfant et de prendre en compte sa parole. Donc, le problème, c'est qu'on est face à des situations où on ne peut pas faire des généralités. C'est-à-dire que la parole de l'enfant, elle peut être vraie ou manipulée. Et donc, c'est au cas par cas qu'on peut... que certaines personnes qui sont pas les chercheurs en sciences sociales, je pense, peut-être des personnes qui ont des compétences spécifiques peuvent en décider. Mais du point de vue en tout cas de la législation française, il y a vraiment des garde-fous par rapport à l'utilisation abusive de la parole de l'enfant. Non, mais je parlais juste de grandes tendances. Il y a eu une époque d'écoute de l'enfant, il y a une période d'inversion, et maintenant on est revenu plutôt dans une période où on va prendre au sérieux, on va écouter, et on va être attentif à toute une série de signes traumatiques qu'on n'aurait peut-être pas pris en compte de la même façon il y a 40 ans. Voilà. C'est juste pour dire qu'il y a quand même des grandes tendances qui se dessinent. Et donc on peut être optimiste dans ce sens-là. Question du moyen. Question du moyen. Après, il y a la question des moyens. Il y a le problème, c'est que c'est un peu problématique cette question des tendances, parce qu'en fait, c'est pas les tendances générales qui vont nous guider dans des situations qui sont très particulières, et y compris pour les repentis. Je veux dire, même en Italie, il y a eu des faux repentis. Le repenti, il n'est pas source de vérité en soi. Il y a eu des repentis qui ont été fabriqués. Et on l'a découvert des années après, et des faux repentis qui ont produit des erreurs judiciaires. Donc la parole, elle n'est jamais à sacraliser en tant que telle. Elle peut être aussi une source. C'est pas ce que je dis. Mais il y a aussi, je crois que c'est important de dire qu'il n'y a pas assez de moyens. Par exemple, si un enfant dit des choses par rapport à des abus, on va faire des expertises. Je sais qu'en France, on n'a pas beaucoup de moyens pour faire ça. Je crois que
en Suisse, malheureusement, c'est vrai, enfin heureusement comme ça en Suisse, c'est qu'il y a des moyens beaucoup plus importants. Une expertise avec plusieurs, je sais pas moi, 10 000 euros, ça se fait. Je pense qu'en France, on ne fait pas ça, malheureusement. Donc j'espère qu'il faut que les moyens puissent aller ensemble pour que les enfants soient entendus. Une dernière question. Bah, merci beaucoup. Moi, j'avais noté des choses, mais c'était très intéressant, notamment par rapport à... Alors, moi, j'étais venue par rapport au tout ce qui était pédocriminel, notamment, et que cette notion de collaborateur de justice ou de repenti, pour moi... Alors, moi, je suis thérapeute, j'accompagne aussi des personnes, mais c'est aussi quelque chose qui est très important, parce qu'il ne faut pas oublier que 70% des pédocriminels sont d'anciennes victimes. Et que, un peu dans cette histoire, peut-être de cette image de chasse aux sorcières, un peu de dire c'est toujours l'autre, enfin c'est toujours, voilà, c'est toujours quelque chose qui serait extrait de notre quotidien. En fait, c'est quelque chose qui resterait quotidien. Ça concerne une personne sur 10, au moins 3 élèves par classe. Donc c'est vraiment, moi c'est pour ça que je m'étais déplacée. Donc c'est vrai que c'est très puissant dans la fabrication du silence au niveau de l'amnésie, en fonction des âges aussi des enfants qu'on ne traitera pas non plus de la même manière. Voilà, et c'était très intéressant aussi de revenir sur leur reportage. Je voulais vous remercier, voilà. Et puis j'ai noté aussi dans tout ce qui est, je ne sais plus quel terme vous avez utilisé par rapport à cet effet d'étouffement, à cet effet de revenir un petit peu aux actualités avec notamment l'affaire Gisèle Pelicot, voilà, où même sa fille, on voit aussi le mécanisme de silenciation par rapport à l'inceste, qui malgré tout était une affaire qui a été suivie, qui a été commentée, surcommentée, qui a été richement nourrie. Malgré tout, il n'y a pas eu l'impact sur cet inceste qui a toujours été étouffé par rapport à sa fille, par rapport à ses petits-enfants, je crois aussi. Malgré certaines preuves évidentes, mais il y a toujours cette fabrique du silence, même si en fait, si l'affaire était quand même, c'était quand même une affaire qui a quand même secoué la région, toute la France. Et bien c'est vrai que même si elle était éclatante en vérité, éclatante en preuves, éclatante sur plein de choses, l'un des résultats c'est quand même un étouffement de l'inceste, enfin de ce côté pédocriminel, malgré un tableau qui était clair, net, précis, on soulignait, on dit ce n'est pas présent, ça n'existe pas, et ça renforce aussi cette manière de fabriquer le silence. Et moi je suis encore très étonnée parfois quand j'en parle autour de moi, parce que c'est pas quelque chose qui est tabou, d'entendre des personnes qui vont, par exemple, là, j'ai même une amie qui m'a dit, oui, petite, je me souviens, il s'était passé un truc à la piscine, mais elle était sortie, il y avait eu quelque chose à la piscine, elle n'était pas concernée par l'affaire, sa mère a entendu ça et c'est elle qui a été punie. Et j'ai dit, oui, mais en fait, le truc de surprotection, on t'a puni, t'as intégré que t'as pas intérêt à en parler, même si ça ne te concerne pas, même si t'étais, ne serait-ce que de dire, t'as été dans cet environnement, il y a un poids de culpabilité, alors que cet enfant-là, elle n'a rien fait, et on lui a fait vite comprendre que de toute façon, si elle parlait, si elle témoignait même, parce qu'elle n'était pas la victime, si elle témoignait, c'est elle qui aurait la punition de moins sortir. Et moi, elle m'a expliqué, oui, en fait, il m'est arrivé d'autres choses, j'en ai jamais parlé, parce qu'en fait, je savais très bien que la punition, c'est, faut pas sortir. Alors que elle était adolescente et puis qu'elle a du coup de se dire en fait c'est super la vie dès qu'il se passe un truc un peu où c'est moi qui suis un peu en fragilité parce que je suis un enfant, c'est moi qu'on punisse. Donc c'est vrai que c'était des éléments que je trouvais intéressant de rappeler, de garder en mémoire. Surtout, alors je sais pas si la mafia c'est pareil, c'est aussi dans cette transmission générationnelle aussi, dans le côté oui en fait il y a des adultes mais aussi des enfants qui vont grandir dans cet environnement. Donc c'est vrai que ça m'a fait aussi résonance sur ça, sur comment grandir dans ce silence où les choses ne sont pas dites et de se dire non mais c'est marginalisé, ça ne nous concerne pas, ou ça, voilà.
Et je pense que même, il y a des personnes qui sont dans la mafia et qui doivent peut-être aussi être dans le déni, je ne sais pas, dans se dire, mais non, mais moi, c'est pas la mafia. Enfin, c'est pas si pire que ça, tout le monde a des problèmes. On tue le voisin, mais on regarde dans d'autres pays, on se tue bien entre... Enfin, je ne sais pas s'il y a aussi ce mécanisme de justification, enfin de déni, de se dire, on fait partie d'une organisation, mais en fait, nous-mêmes, on n'est pas concernés. Je ne sais pas. Merci en tout cas pour... Alors, sur la question familiale, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut vraiment observer ce qui se passe à l'intérieur de la famille mafieuse pour comprendre ce qui se passe au niveau macro, en fait. Et ce que je suis en train de faire maintenant. J'observe les dynamiques du silence à l'intérieur des familles. Alors, il y a non pas la famille criminelle, c'est-à-dire non pas la famille de Cosa Nostra, qui est une autre famille. La famille de Cosa Nostra, c'est une famille entièrement masculine, formée de membres affiliés à Cosa Nostra et initiés et qui ont stipulé un pacte de silence, etc. Moi, je parle vraiment de la famille mafieuse, c'est-à-dire de la famille du mafieux avec sa femme, avec ses enfants. Et souvent, c'est là qu'il y a des frontières, des barrières de silence à l'intérieur même de la famille. Hein, parce que souvent, par exemple, la femme, elle n'est pas de famille mafieuse. Et donc, elle sait ou elle comprend que le mari est un mafieux, ou elle finit par comprendre que. Elle met en place tout un ensemble d'actes de déni, déjà, à la maison, mais finalement, elle peut, à un moment donné, comprendre que, et à ce moment-là, décider si parler ou pas. Et tout ça, ça permet de décrire de manière très minutieuse un processus de rupture du silence, hein, à l'intérieur d'un microcosme, du microcosme familial. Donc c'est extrêmement riche et ça peut être un écho, je ne connais pas, avec d'autres questions justement d'inceste ou d'emprise familiale. Je crois que on doit peut-être s'arrêter. C'est l'heure de... Oui. Juste, Georges, oui. Un dernier mot, Georges? Pour surtout remercier tous ceux qui sont venus quand même, et un merci pour tous, c'est votre organisation, et en espérant que ça ira encore une première fois, viendra volontiers. Que les choses vont avancer sur le sujet, peut-être. Merci à tous et bonne soirée. Non.